Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le poème en prose de Charles Baudelaire, Le Joujou du pauvre. Il fait partie du spleen et l'idéal qui appartient aux fleurs du mal. Avant d'entamer l'explication du texte, on doit tout d'abord définir ce que c'est un poème en prose. Alors, un poème en prose, c'est une expression paradoxale puisqu'elle réunit deux termes qui s'opposent. La prose, qui est une écriture libre, et la poésie qui repose sur des contraintes du vers, des rythmes et des rimes. Les deux pourtant se combinent en un genre créé dans la première moitié du XIXe siècle. Alors, pardon, jusqu'au XIXe siècle, la poésie classique se différencie nettement de la prose. Tout texte poétique est versifié et comporte des rimes. Les vers les plus employés étaient des alexandrins, des vers de 12 syllabes, des octosyllabes, des vers de 8 syllabes, octo veut dire 8, et le décasyllabe, déca veut dire 10 syllabes, un vers de 10 syllabes. Mais avec le romantisme apparaît une exigence de liberté. Les poètes ne veulent plus appliquer ces contraintes dans leur écriture. Donc, ils veulent être un peu libres. Alors, cela donne naissance à un genre tout à fait nouveau. C'est le poème en prose. Celui-ci est illustré par Gaspard de la Nuit, qui est un recueil de poèmes en prose de Louis-Jacques-Napoléon Bertrand, et qui s'appelle également Aloysius Bertrand. Ces poèmes nouveaux influencent rapidement Charles Baudelaire. Cette influence se manifeste dans Le spleen de Paris. Ensuite, Arthur Rimbaud, a écrit Illumination. Puis, Lautréamont a écrit Les chants de Maldoror, et ainsi de suite. Bon, maintenant, on va revenir à notre texte. Le Jojo du pauvre. Donc, on revient au texte, le Jojo du pauvre. Jojo, ça veut dire jouer. Jouer du pauvre. Ce texte est divisé en trois parties, trois paragraphes. Le premier paragraphe est réservé à l'enfant riche, le second à l'enfant pauvre et le troisième à l'auteur. C'est l'intervention de l'auteur. C'est le point de vue de l'auteur. Alors, on a un enfant riche et un enfant pauvre. Un paragraphe parlant de l'enfant riche et le deuxième parle de l'enfant pauvre. Donc, il s'agit ici d'une antithèse. Il parle d'une chose, puis il parle de son contraire, de son opposé. Donc, dans ce texte, l'antithèse entre l'enfant riche et l'enfant pauvre est la base de la figure principale de la rhétorique. On constate que l'enfant riche est fasciné par le jouet de l'enfant pauvre. On va voir l'enfant pauvre jouer avec quel jouet? Quel est ce jouet qui a attiré l'attention de cet enfant riche qui mène une vie somptueuse dans le palais de ses parents? Alors, l'enfant riche possède
un jouet beaucoup plus beau que celui de l'enfant pauvre. Et on va voir dans ce texte que les deux enfants sont séparés par une grille, par des barreaux. Ce qui montre la différence sociale entre les pauvres et les riches. Et bien sûr, dans la troisième partie, on va voir que la thèse de Charles Baudelaire était toujours en faveur d'une égalité sociale. Un enfant riche qui va aimer un enfant pauvre, malgré sa répugnance, malgré sa pauvreté. L'enfant pauvre est un enfant pâle, chétif, fuligineux. C'est un marmot paria. Paria. Ça fait référence à la caste hindoue, les parias, les intouchables. Une caste que personne ne peut s'approcher d'elle. On les appelle également les intouchables. Donc, Charles Baudelaire a comparé ce petit enfant à un paria, à un intouchable. Cependant, il a fasciné, avec son jouet, il a fasciné l'enfant riche. Et bien sûr, il a terminé ce texte sous forme d'un apologue. Ça veut dire qu'il contient une morale, pardon, une morale implicite affirmant que nous sommes tous égaux. Très bien, maintenant, on va remonter à notre texte. Alors, dans ce texte, on trouve une description améliorative de l'enfant riche dans le premier paragraphe. Donc, on va voir cette description. Sur une route derrière la grille d'un vaste jardin, au bout duquel apparaissait la blancheur d'un joli château frappé par le soleil. Donc on a une description valorisante du château où vivait le petit enfant riche. Se tenait un enfant beau, frais, habillé de vêtements de campagne, si plein de coquetterie. Le luxe, l'insouciance et le spectacle habituel de la richesse rendent ces enfants-là si jolis. Le luxe rend les enfants si jolis qu'on croyait fait d'une autre pâte. Ça veut dire que ces enfants, cette beauté qui est sans égale, semble être fait d'une autre matière, d'une autre pâte. Ce n'est pas comme la forme des enfants pauvres. Donc ici, c'est une comparaison. Croyez fait de notre pâte que les enfants de la médiocrité et la pauvreté. La médiocrité, c'est la pauvreté. À côté de lui gisait sur l'herbe un joujou splendide. Donc, et c'est aussi une description valorisante du joujou, du jouet avec lequel il joue, cet enfant riche. Donc,
une description valorisante du château où il vit, de l'enfant lui-même et de son joujou, avec quoi il passe son temps à jouer. Dans le deuxième paragraphe, de l'autre côté de la grille, donc on a les deux côtés. Le côté de la grille de l'enfant qui semble être enfermé, même s'il vit dans un château, et l'autre en dehors de la grille, ça veut dire que l'enfant pauvre est un peu plus libre que l'enfant riche. De l'autre côté de la grille, sur la route, entre les chardons et les orties. Les chardons sont des plantes ayant des feuilles épineuses, piquantes. C'est pas piquante au sens du goût, donc qui pique. Et les orties c'est aussi une plante. Une ortie c'est une plante qui fait des démangeaisons lorsqu'on s'approche d'elle. Elle crée des démangeaisons. Donc il y avait un enfant pâle. Ah, une description dévalorisante, une description péjorative. Un enfant pâle, chétif, fuligineux, un marmot paria. Comme j'ai dit tout à l'heure, paria, ça veut dire intouchable, auquel on ne s'approche pas. Dont un œil impartial découvrirait la beauté. Tous les enfants sont beaux, mais sauf qu'il y ait un œil impartial pour découvrir cette beauté. Comme si on découvre la beauté d'un tableau de peinture, par exemple. Donc, impartial, si comme un œil du connaisseur qui sait où trouver cette beauté dans un enfant sale. Sous un vernis de carotte, il nettoyait, donc cette vision de l'œil du connaisseur nettoie cet enfant de cette répugnante saleté. La patine, la saleté, répugnante, repoussante saleté de la misère. Donc, on a ici une antithèse. On a une thèse, et là une antithèse. Tout à fait le contraire. Tous les deux enfants ont des jouets. L'un a un jouet magnifique, cher, splendide, et un enfant qui a un jouet, on ne sait pas de quoi il joue, mais il joue aussi avec son jouet. On va découvrir à quoi il jouait, ou bien avec quoi il jouait, dans le troisième paragraphe. À travers ces barreaux symboliques, donc l'auteur, ici l'intervention de l'auteur, et dans un texte, lorsque l'auteur intervient, lorsqu'il intervient, on parle de la focalisation zéro. Focalisation zéro. Intervention de l'auteur. Dans la focalisation zéro, l'auteur sait beaucoup de choses sur ses personnages. Même il peut intervenir et donner son avis, ou bien son point de vue. D'accord, on va voir comment il intervient. Donc, à travers ces barreaux symboliques, donc il dit que ces barreaux qui séparent ces deux enfants sont des barreaux symboliques qui séparent deux mondes, le monde des riches et le monde des pauvres.
La grande route symbolise la liberté. Ça veut dire que l'enfant qui est près de la route est prêt au voyage. Il peut partir là où il veut. Il peut jouer avec n'importe quoi. Il est libre. Alors que l'enfant qui se trouve dans le château se sent en quelque sorte enfermé. Il n'est pas tout à fait libre comme l'enfant qui est en dehors des barreaux. Donc, l'enfant pauvre montrait à l'enfant riche son propre joujou. Donc, il lui montre son joujou. Celui-ci examiné avidement comme un objet rare et inconnu. Or, ce joujou que le petit souillant, le petit enfant sale, agacé, agité et secoué, dans une boîte, c'était un rat vivant. Donc, il jouait avec un rat vivant. Bien sûr, l'enfant riche a constaté que ce jouet, le rat vivant, est plus précieux que le jouet qui a été fabriqué. Un joujou qui paraît à une poupée ou quelque chose comme ça. Donc, un joujou qui est inactif. Mais le rat, il est vivant, il bouge. Donc, bien sûr, l'auteur, il dit peut-être ce sont les parents par raison de nécessité. Donc, ils vivent dans la nécessité, ils sont nécessités, ils sont pauvres à cause de la médiocrité. Et ils ont choisi de tirer ce jouet de la vie elle-même. Alors, ce jouet a fait disparaître le clivage qui se trouve entre le riche et le pauvre. Il a fait disparaître la différence entre le riche et le pauvre. Et il termine avec une morale. Les deux enfants se riaient l'un à l'autre fraternellement. Ils se riaient, donc le rire est mutuel. Et on a ici fraternellement. C'est comme des frères. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux enfants. Et avec des dents d'une égale blancheur. Ça veut dire que leurs dents sont toutes blanches. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Donc, la morale, c'est qu'entre enfants, il n'y a pas de différence.